Écoutez bien, les amis. Ce soir, on rouvre un dossier brûlant, un de ceux qu'on planque dans les tiroirs en feignant d'avoir perdu la clé. Un film qui sent le bourbon éventé, la sueur d'un flic fatigué et la poudre d'un revolver pas encore refroidi. La soif du mal. Touch of Evil pour les puristes. Signé Welles. Ce magicien bouffi de génie et de rancune. On y trouve tout. La frontière qui suinte la corruption, les plans séquences qui filent comme une mèche allumée, et un capitaine de police plus truqueur que le poker du vendredi soir. C'est pas une simple chronique que je vous livre là. C'est une autopsie, scalpel à la main, pour exhumer ce que le montage officiel a voulu planquer. On va passer la pellicule au crible, scène après scène, personnage par personnage. Et croyez-moi, on ne sort pas indemne d'un tête-à-tête avec Quinlan. Installez-vous, éteignez la lampe et gardez une main sur votre code pénal. Il risque d'être malmené. Repérage. La soif du mal. Touch of Evil, pour les cousins anglo-saxons. Millésime 1958, embouteillé par un certain Orson Welles qu'on ne présente plus, sauf au fisc. Un grand cru noirci, décanté puis charcuté par les marchands d'Hollywood trop pressés de mettre l'étiquette de film policier sur ce cocktail Molotov. 3 minutes 20 de plan séquence pour poser les jalons, un paquet d'explosifs niché dans le coffre d'une décapotable, un travelling qui renifle chaque recoin d'une ville frontière fictive, Los Robles, avant que la voiture ne gonfle en feu d'artifice. Dans le collimateur, la frontière américano-mexicaine. Sous les néons moites, Henry Mancini saupoudre un mambo qui pulse comme un cœur d'adolescent. Première correction de service. Non. Ce tour de force n'a pas été expédié sans répétition. Welles l'a préparé comme un horloger suisse, répétant la chorégraphie des figurants jusqu'à pouvoir déclencher la caméra pour la 3e prise, celle qu'on gravera sur la pellicule. Faisons les présentations. Orson Welles, 41 ans au tournage. Il fêtera ses 42 bougies le 6 mai 1957, alors que la pellicule refroidit déjà en laboratoire. Gamin prodige de la radio, inventeur d'un certain Citizen Kane, exilé volontaire en Europe où il bouffe sa fortune et rogne son génie au canif, Universal International, le banquier nerveux qui engage Welles d'abord comme acteur obèse puis, sur suggestion musclée de Charlton Heston, lui colle la casquette de réalisateur pour sauver la face. Memo Welles, 58 pages rageuses envoyées au studio quand celui-ci lui retire le montage. Des ordres précis sur la durée des fondus, la balance des pistes, l'ordre des inserts. Un testament à chaud que Walter Murch, chirurgien son de génie, ressuscitera dans la version restaurée de 1998. Le tableau est planté. Mais avant de sortir la loupe, coupons le moteur. Ce film n'enterre pas seulement le film noir classique. Il l'ensevelit vivant, un rire gras aux lèvres et un plan séquence pour épitaphe. Filature, suivre la mèche jusqu'à la poudrière. La mèche donc serpente en musique. La Cadillac piégée traverse la douane, croise des contrebandiers de tequila, s'enfonce dans le carnaval permanent d'un border town avant d'exploser juste assez loin pour pulvériser 2 Américains qui n'avaient rien demandé à personne. Pile à ce moment, surgit un couple en lune de miel. Miguel, Vargas. Costume ivoire, moustache profilée, agent du service mexicain des stupéfiants, pas procureur, rectification faite, ranger les robes d'audience. Bilingue, idéaliste, diablement sûr que la loi s'écrit en lettres d'or. Suzanne, Vargas, alias Janet Leigh, incarnation de l'américaine proprette, blonde comme un matin de Floride. Ses valises débordent de chemisiers pastels et d'illusions. En face, le capitaine Hank Quinlan, joué par Welles lui-même, 150 kilos de flair, une canne qui cliquette comme un métronome perverti, et une morale au 2e degré depuis qu'une brute a étranglé sa femme. Son credo, mon pif se trompe jamais. Sa méthode, décider d'abord du coupable, fabriquer ensuite la preuve. Note, dans l'affaire Lineker qui démarre le film, la fameuse empreinte incriminante est en réalité placée par l'adjoint Pete Menzies. Quinlan tire les ficelles, mais le manche de la pelle est partagé. Toute l'intrigue, à vrai dire, n'est qu'un bras de fer. Vargas veut une enquête propre. Quinlan veut que la frontière reste un marigot où le résultat justifie la combine. Entre les deux,
Oncle Joe Grandi, caïd mexicain en costume huilé, voit l'occasion de torpiller Vargas en s'alliant provisoirement avec Quinlan. Pendant que les hommes se tirent la couverture judiciaire, Suzanne est reléguée dans un motel à la lisière du désert. On promet qu'elle y sera en sécurité. Elle y trouve plutôt des sbires maquillés, de la drogue glissée dans les lampes et un viol psychologique prémédité qui fera rougir d'envie Norman Bates 3 ans plus tard. Le découpage alterne alors. 1. Enquête procédurale. Vargas collecte les rapports de laboratoire, visite les scènes, débusque les empreintes suspectes. 2. Huis clos cauchemardesque. Suzanne, isolée, voit le motel se transformer en piège mental. Les ampoules grésillent, la drogue la rend hagarde, et des motards l'épient derrière des persiennes. Chaque relais de narration claque comme un changement de vitesse. On passe d'une chandelle d'interrogatoire à un couloir saturé de jazz, d'un bureau de police à la chambre 12 où le papier peint suinte la panique. Wells jongle avec la réalité objective et l'éclatement subjectif. La caméra pioche au ras du plancher, grimpe à la verticale, s'enfonce dans les ombres jusqu'à toucher la moelle des personnages. Interrogatoire. Lumière crue sur les visages. Hank Quinlan, l'ogre déchu. Oil bovin, teint transpirant, silhouette de faux patriarche. Quinlan est un policier à l'ancienne, plus prompt à écouter sa tripaille qu'à lire le code pénal. Sa justification est d'airain. Le monde est trop sale pour qu'on attende la sainte vérité. Mieux vaut forcer la serrure de la justice. Il traîne son veuvage comme un cadavre dans la poche intérieure. La perte de sa femme justifie toutes les mutilations de procédure. Là réside sa tragédie noire. Le flic irréprochable est mort la même nuit que sa femme. Et l'homme qui reste ne survit que sur la graisse du ressentiment. Comme Miguel Vargas, croisé en toile ivoire. Charlton Heston, moulé dans un teint hâlé assez grossier pour nos normes 2025, joue toutefois à rebours du cliché. Vargas est un idéaliste froid, un fonctionnaire de la drogue qui croit que la frontière n'annule pas les droits civiques. Son costume clair réfléchit la lumière, comme s'il voulait renvoyer la noirceur dans la gueule de Quinlan. Mais cette blancheur attire aussi la boue. Plus Vargas insiste sur la procédure, plus Quinlan s'acharne à prouver que la procédure est un luxe pour chercheurs d'or. Suzanne Vargas, la proie et l'appât. On connaît Janet Leigh dans la douche de Psychose. Ici, 3 ans plus tôt, elle essuie déjà les prémices de l'horreur. Le motel, entrepôt métaphorique de la loi mâle, la met sous seringue. Drogue, harcèlement, gang déplacé. Elle incarne la fragilité de la civilisation quand l'État abdique. À chaque plan, sa blondeur devient plus blafarde, signe que l'idéal américain s'érode sous la rouille. Pete Menzies, le chien fidèle qui mord Joseph Calleja le campe à la perfection. Accent, Tex-Mex, yeux humides de loyauté. Menzies vénère Quinlan parce que Quinlan lui a appris le métier. Hélas, quand on est témoin du crime maître-apprenti, il faut choisir. Cimenter le mensonge ou tirer la gâchette de la vérité. Menzies choisira, micro caché dans la cravate, et ce choix signera la chute de son idole. Le voir vaciller, c'est voir la morale prendre racine dans la terre la plus aride. Tana, la sibylle en ombre chinoise. 3 scènes, tout juste. Mais Marlène Dietrich pourrait parler 5 minutes de recettes alsaciennes. Elle volerait l'écran quand même. Ici, perruque noire corbeau, robe qui effleure le sol, elle gère une taverne qui sent le café brûlé. Elle lit l'avenir de Quinlan dans les volutes de cigarettes. Elle ne le jugera jamais. Elle constate. « Your future's all used up », chuchote-t-elle. Traduction. Le temps de la revanche est passé, ne reste plus que la note du barman. Le bourbon a refroidi, mais la poudre fume encore. Quinlan titube, Vargas serre les dents, et Suzanne entend déjà le grésillement des néons d'un motel qui ne promet rien de bon. Reconstitution, autopsie technique et coulisses historiques. Le scalpel visuel. Orson Welles triture l'optique comme d'autres trafiquent la nitro. Objectif grand angle. Il bombe les fronts, élargit les ruelles, écrase le ciel. La caméra se frotte au goudron puis s'envole, scrutant Vargas depuis un plafond d'entrelacs métallique. Cette esthétique expressionniste évoque Murnau, mais Welles ajoute la vitesse américaine, celle qui fait crisser les pneus sur la morale. Le noir et blanc,
granuleux, colle des gants de suie aux images. Les ombres s'étirent comme des pendus. Quinlan, vu d'en bas, ressemble à un colosse décapité par la lumière de contre-plongée. Vargas, souvent filmé en plongée, paraît minuscule dans son propre périmètre légal, comme si la caméra soulignait le déséquilibre de force. L'oreille intrépide. Henry Mancini enfile un collier de perles diégétiques. Comprenez, la plupart des musiques que vous entendez viennent de radio, de fanfares, de jukebox. Non. Touch of Evil n'invente pas le procédé. Les frères Warner l'avaient déjà boxé en 1931 dans The Public Enemy. Mais Wells l'applique avec une radicalité presque maniaque. La radio grésille dans un bar quand la caméra passe, un quartet mariachi braille devant un stand de tacos. La fanfare surgit, se tasse, s'éteint à mesure que le micro s'éloigne. Walter Murch, en 1998, respecte la partition. Il déplace simplement le carton-titre hors du plan séquence, afin de laisser la rumeur nocturne dominer la première respiration du film. Résultat, la frontière respire. Le spectateur n'a plus d'oxygène. Le mémo des 58 pages. Fermons la bibliothèque, 58 pages, phrases soulignées, injonctions en lettres capitales. Wells écrit à Universal comme Hercule Poirot lancerait un ultimatum à Scotland Yard. Chaque suggestion de coupage, chaque indulgence musicale est révoquée, argumentée. Le studio jette le mémo dans un tiroir. 40 ans plus tard, une copie roussie réapparaît. Walter Murch la lit, la scanne, la convertit en feuille de route. Quand la version restaurée sort, les adorateurs de Wells découvrent que l'artiste, mort depuis 1985, vient de leur livrer une leçon posthume de montage. Anecdote de plateau remise au carré. Charlton Heston signe d'abord pour jouer Vargas. Le contrat stipule seulement que Wells jouera Hank Quinlan. En gentleman bagarreur, Heston téléphone à un ponte d'Universal. Écoutez, si Wells doit se déguiser en baleine, autant qu'il tienne aussi la caméra. Le producteur, sans autre capitaine sous la main, accepte. La parade frontalière du plan séquence mobilise grue, steadicam ancêtre, figurant par dizaines. Wells répète la trajectoire 10 fois. La bonne prise? La 3e. Les bobines 1 et 2 existent, jamais montrées, mais la prise 3, fluide comme un serpentin, suffira à sceller la légende. Marlène Dietrich accepte le rôle de Tana contre un salaire symbolique. Elle campe dans sa loge un atelier de fortune pour coiffer sa perruque noire. Elle offre même à Wells un cigare avant chaque scène, superstition héritée de Shanghai Express. Le portrait de la défunte Madame Quinlan accroché au mur n'est probablement pas Rita Hayworth. La rumeur amuse les cinéphiles depuis 50 ans, mais aucun archiviste n'a confirmé. Gardons l'anecdote au conditionnel. Il paraît que... Résonances historiques. 1958. L'Amérique d'Eisenhower pavoise. Mais la ségrégation raciale coule encore dans les caniveaux. La frontière sud, déjà, hante l'imaginaire. Wells renverse le cliché. L'agent mexicain incarne l'intégrité. Le flic yankee pue l'ethnocentrisme et le whisky rance. C'est aussi un reflet de la guerre froide. La suspicion intérieure justifie l'abus de pouvoir. Quinlan, persuadé de protéger sa patrie, outrepasse la loi. Vargas rappelle que la loi, sans morale, se change en cautère, héritage et postérité. Après La soif du mal, le film noir classique expire. Les années 70 accoucheront du néo-noir, Chinatown, Taxi Driver, des polars chics chromés, Body Heat, puis du blockbuster sous testostérone. Mais la caméra araignée de Wells traîne encore ses fils. Scorsese repompe l'idée du plan séquence dans Goodfellas, Cuaron la renoue dans Children of Men, Iñárritu les tire dans Birdman. En 2023, British GQ glissait toujours ce One au sommet de sa liste des 12 plus beaux plans séquences. Preuve qu'une œuvre peut avoir 50 ballets et encore faire trembler la table des jeunes. Bouclage, rapport final et dernier vers. J'ai refermé le dossier à l'heure où le laitier livre les croissants. La soif du mal demeure une leçon de frontière, géographique, morale, cinématographique. C'est la stèle funéraire du film noir, érigée par un orfèvre qui n'avait plus rien à prouver, mais encore assez de bile pour dynamiter les conventions. Quinlan n'est pas un démon, Vargas n'est pas un ange.
Ils sont deux chiens de garde attachés à des chaînes différentes. L'un se nourrit de l'odeur du sang, l'autre de l'espoir d'un procès équitable. Leur duel nous enseigne que l'ordre sans vérité est un mirage, mais que la vérité sans homme prêts à la défendre n'est qu'un slogan politicien. Pour nous autres, enfants de la tradition et gardiens d'un certain bon sens, le film sonne comme un rappel. Conservez votre respect pour les règles, mais rangez-le dans un holster transparent. Car quand un capitaine Quinlan surgit, bedaine en avant, canne levée, il peut piétiner vos droits civiques en prétendant sauver le pays. Touch of Evil imprime cette suspicion dans la pellicule. Libre à nous de développer la photo avant qu'elle ne s'estompe. Alors je lève mon verre de Bourbon, un doigt pour Quinlan, qui aura tout sacrifié sur l'autel du résultat, un doigt pour Vargas qui aura risqué sa lune de miel pour un principe, et un doigt enfin pour Orson Welles, ce colosse rompu qui, de son jarret affaibli, aura encore trouvé la force de faire chanter la caméra comme un saxophone des bas-fonds. Au fond, la vérité n'a pas d'étiquette, c'est une fragrance acide qui finit toujours par remonter. Tana l'a murmuré mieux que moi. Il était « some kind of a man ». Qu'importe ce qu'on raconte sur les gens. Ce n'est pas une excuse, c'est une épitaphe. Que le lecteur en tire la morale qu'il veut, tant qu'il n'oublie pas de vérifier la canne d'un flic trop zélé et le sceau d'un document trop parfait. Voilà, le boulot est fait. J'ai rembobiné la pellicule, retourné les scènes comme des poches trouées et essuyé les dernières taches de sueur laissées par Welles et ses sbires. Le dossier « La soif du mal » rejoint la pile des affaires classées, ou plutôt déclassées. Je le dépose sur le bureau de Velda, ma secrétaire au flair infaillible et au dossier mieux rangé qu'un code pénal de 58. Elle va le tamponner « cold case », comme on dit maintenant. Mais t'inquiète, ça veut pas dire qu'on l'oublie. Juste qu'il reste là, en embuscade, prêt à ressortir au moindre grésillement de pellicule. Et vous, chers auditeurs, si vous avez aimé suivre cette descente aux enfers à la frontière du réel et du cauchemar, n'oubliez pas de partager le podcast. Ça me permet de graisser un peu les rouages et de remettre du café dans la cafetière. Ou du bourbon, c'est selon l'heure. Et si un jour vous croisez un flic avec une canne et un flair trop affûté, méfiez-vous. Parfois, la vraie bombe, c'est celle qu'on vous planque dans le coffre d'un film. Allez, à la prochaine. Et rappelez-vous, dans ce métier, quand quelqu'un vous dit « j'ai l'intuition », c'est souvent qu'il a planqué les preuves. C'était Mike Rétro, détective chroniqueur, division Films Panet.